j'ai peut-être eu un petit talent qui m'a été donné comme ça à la naissance. Puis je me suis dit, je ne sais rien faire d'autre, et je me suis mis à écrire. Mais c'est vrai que la vie vous appelle tout le temps. De se mettre à écrire, c'est cesser de vivre, parce qu'on passe dans l'imaginaire. Donc j'arrive sur ma table de travail, et je commence à écrire n'importe quoi. Les critiques disent d'ailleurs que je continue souvent. Mais c'est là que j'écris, mais tiens, je viens de me réveiller, il fait pas beau, j'ai bu un thé un peu tiède, les nouvelles sont pas enthousiasmantes dans la presse. Et puis j'enfile des phrases comme ça, sans aucun sens, qui ne sont même pas un journal intime d'ailleurs. Et puis tout à coup, je rentre dans le film. C'est-à-dire que je me suis dérouillé la main et peut-être la tête, si vous voulez, avec ce rituel-là. Quand vous arrêtez d'écrire, vous êtes rouillé comme un homme qui n'a pas fait de gymnastique depuis des mois. C'est épouvantable. C'est-à-dire que les 2-3 premières semaines, vous jetez du papier dans la corbeille, et c'est une souffrance terrible parce que ça ne vient pas. Puis un jour, ça revient. Puis un jour, peut-être, ça ne revient plus du tout. C'est atroce. La naissance d'une idée est probablement la chose la plus mystérieuse du monde. C'est-à-dire qu'il y a probablement une spécialisation de l'imagination parce qu'on se dit, bon, il faut que je trouve un sujet de film ou un sujet de pièce, et on se promène avec le subconscient qui travaille. Et puis un jour, il y a une situation de théâtre ou de cinéma, ou les deux d'ailleurs, parce que le Dîner de cons, c'est une pièce de théâtre au départ et un film à l'arrivée, et L'Emmerdeur aussi. Un jour, ça se pose sur votre épaule et vous ne savez pas très bien pourquoi. C'est extrêmement mystérieux. Ensuite, bon, il y a un travail qui s'établit de construction, de développement, pour savoir justement si l'idée tient le coup. Hein. Mais la naissance d'une idée, ça alors... Et comment la juger, là encore, c'est très difficile. Parce que moi, j'ai une technique qui est dangereuse, c'est que je raconte. Alors, on risque de se faire piquer le sujet, parce que je me rends compte à l'intérêt des gens à qui je raconte l'histoire, si je peux continuer ou pas. Et c'est très important, ce côté conteur du scénariste. C'est d'ailleurs comme ça, probablement, que tous les hommes de spectacle ont commencé, c'est en racontant des histoires, vous voyez. Je me rappelle, quand j'avais mes enfants qui étaient jeunes, je leur ai raconté les scénarios les plus riches que je ferais jamais, parce que c'était sur plusieurs mois. Je partais en disant « il était une fois », et à partir de ce moment-là, je commençais à développer une histoire. Mais c'est ce côté conteur qui fait que des sujets vous viennent, et puis après, bon, il faudrait un baromètre ou un thermomètre pour les vérifier, mais c'est difficile, ça. J'ai commencé à écrire des scénarios d'une façon très empirique, moi. J'ai découvert tard, en allant en Amérique, que dans les écoles de scénario, on vous apprenait qu'il y a 3 actes dans un scénario, comme dans une pièce de théâtre. Alors le premier acte serait en principe l'exposition, d'une certaine manière. Le deuxième acte, c'est justement la montée dramatique. Et dans le troisième acte, il y a un problème qui est qu'il faut freiner au moment où on est censé aller le plus vite. Parce qu'il faut bien finir le film. Donc un film bien construit respecte ces 3 règles qui sont une bonne exposition, bien claire, et puis tout le reste, quoi. Je crois que c'est Dino Risi qui disait au cinéma, il n'y a que le premier pas qui coûte. Si on se trompe dans le premier pas, derrière, tout le talent qu'on peut avoir, la distribution, les acteurs, la musique, etc., on s'est trompé. Mais il y a des sujets extrêmement forts. Et les sujets, par moments, quand tu es en panne d'inspiration, ou quand tu ne sais pas très bien où tu vas, on a l'impression que le sujet te sert de panneau indicateur. Donc les 3 étapes se valent si le sujet est fort. C'est au moment où on a un sujet qui commence à vous lâcher, et ça arrive. Il y a des films qui n'ont qu'un début. Au théâtre, Tristan Bernard disait, dans les pièces de débutants, il y a toujours qu'un premier acte. Et ensuite, il se casse la gueule. Donc, si le sujet n'a pas les jambes, à ce moment-là, on souffre. Ma façon à moi de faire, c'est que, bon, j'écris toujours un petit synopsis pour déposer le sujet. Mais je ne sais pas grand-chose du sujet quand j'écris le synopsis. C'est presque une déclaration d'intention, en fait. Et à partir de là, j'essaye de construire au maximum en faisant un scène à scène, un séquencier. Et c'est très important parce que si vous arrivez au bout du scène à scène, l'écriture du scénario est infiniment plus simple. J'ai certains films comme ça où j'ai réussi à construire au départ un scène à scène qui se tenait à peu près, et ensuite c'était un bonheur d'écrire. Parce qu'on sait où on va. Le plus dangereux, c'est de s'arrêter en cours de construction parce qu'on ne sait plus où on va et d'espérer, en écrivant les scènes, que les personnages vont vous donner la suite parce que vous avez commencé à les faire parler, à les faire vivre. C'est toujours faux. Quand vous vous arrêtez dans votre construction, les personnages s'arrêtent de parler.
Et moi, je me rappelle de cauchemars comme ça, parce qu'ils étaient partis, puis tout à coup, ils s'arrêtaient avec moi. Il n'y a pas de raison qu'ils vous dictent la suite, vous voyez. L'image plus exacte, c'est que vous croyez avoir un cheval qui va sauter l'obstacle, et puis vous arrivez dans le sac, il n'y a plus de cheval. Parce que l'acteur s'en va. Enfin, l'acteur, le personnage, si vous voulez. Mais les blocages sur une construction, ce sont des choses dramatiques. On m'a raconté que Feydeau est resté bloqué pendant 2 ans sur une réplique. Il devenait fou, d'ailleurs il est devenu fou. Enfin, c'était épouvantable. En plus, c'est dans La Dame de chez Maxime, je crois. Et c'est une réplique toute simple. C'était, je vous présente ma cousine. Mais il était bloqué. Et ça arrive, moi je me rappelle sur Les Compères, j'ai cru que j'allais crever. Parce que je ne trouvais pas les derniers tiers. J'y arrivais pas. Et les Américains disent « writing is rewriting ». Écrire, c'est réécrire. Donc on passe son temps à faire un truc, faire un zoom arrière comme ça pour voir si c'est bon, et puis revenir sur le truc. Et le zoom arrière n'est pas objectif. Alors moi j'emmerde les gens, je fais des lectures, je téléphone à des copains, je leur dis « est-ce que je peux te lire une scène ?» etc. Et il n'y a que comme ça que j'arrive à voir où je suis à peu près. Parce que le film, on le juge sur le premier public, en fait. Le rôle du dialoguiste, et puis des gens comme Audiard, et puis Janson, Prévert, etc., a perdu de son importance parce que les films ne se font plus de la même manière. Dans le temps, le film s'arrêtait pour permettre à l'auteur de faire un effet de manche. C'est-à-dire, vous aviez l'impression que l'action s'arrêtait et qu'il y avait une réplique qui arrivait, dite par un Gabin, par un Jouvet, etc., très savoureuse, et puis on a l'impression que l'action en démarrait ensuite. Alors que maintenant, où les films sont beaucoup plus rapides, ou veulent être plus rapides, on est obligé d'avoir un dialogue en situation. Et moi, c'est pour ça que je privilégie la situation, parce que c'est la situation qui vous donne le dialogue juste. J'ai donné un exemple un jour en disant, si vous recevez un coup de lance dans les fesses, un coup de saguet dans les fesses, la réplique, c'est « aïe ». Si vous écrivez « oh mon Dieu, que cette lance est acérée », alors là, vous faites une réplique tout à fait fausse, vous voyez. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir un coup de lance dans les fesses est une situation forte. Surtout pour celui qui la reçoit, d'ailleurs. Mais c'est comme ça que les répliques viennent. C'est à partir du moment où la situation est précise. Et puis j'ai découvert avec l'âge l'importance du personnage. Parce que vous pouvez avoir une situation très forte, elle est encore plus forte si le personnage est riche. Par exemple, dans Le Dîner de cons, le personnage de Villeray est un personnage riche. Alors c'est presque lui qui apporte sa propre couleur dans une situation donnée, vous voyez. Et c'est un effort passionnant d'ailleurs, mais le dialogue dépend tellement de la construction et de la situation. Les grandes répliques d'Audiard, d'ailleurs, sont des répliques en situation. Quand il commençait à faire un roulement de tambour dans le genre écoute-moi, mon petit gars, ça fait 40 ans que je roule dans ce désert, je vais te dire une bonne chose. C'est ce truc-là, non. Mais en revanche, il y avait de temps en temps des répliques du style la mère de Delon qui disait, je crois, dans Mélodie en sous-sol, tu vas tuer ta mère de chagrin. Et il répondait, au moins, on ne retrouvera pas l'arme du crime. Là, ça va vite, hein, et c'est en situation. Et c'est ça que j'admire, moi, j'aime beaucoup ce dialogue-là. Si vous vous mettez à penser à la mise en scène quand vous écrivez, vous vous dites, je ne vais jamais réussir à réaliser ça. Et à ce moment-là, ça vous bloque, ça vous freine, ça vous paralyse. Ce qui fait que je préfère écrire des choses folles comme il est minuit, le bateau est en pleine tempête et les chevaux deviennent fous sur le bateau, ce qui est infilmable. Parce que si vous avez 15 chevaux sur un bateau et qu'il faut filmer les chevaux qui s'emballent sur le bateau, bon, c'est infilmable. Je préfère l'écrire et au moment où j'arrive dans la mise en scène, proprement dite, je remplace le bateau par une barque sur le lac du Bois de Boulogne et les chevaux par un canard qui peut éventuellement s'en aller. Mais c'est vrai qu'au départ, il ne faut pas se censurer soi-même, à cause de la mise en scène, je veux dire. J'avais découvert le personnage du con dans Le Dîner de cons et j'ai découvert l'extraordinaire étendue du personnage. Parce que c'est vrai que c'est des abysses, la connerie. On ne touche pas le fond. Vous pouvez aller toujours plus loin. C'est probablement la qualité ou le défaut le plus ample du monde. C'est d'une largeur extraordinaire, d'une profondeur extraordinaire. Donc, je continuais avec Gérard, qui rêvait de jouer un con. J'ai continué dans cette veine-là, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon,
je me suis peut-être plus amusé avec le personnage que je n'ai cherché à fouiller la situation à ce moment-là, parce que le personnage m'entraînait dans des circonvolutions auxquelles je n'avais même pas pensé moi-même. Quand tout à coup j'écrivais « J'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval », par exemple, à partir de là, c'est presque le personnage qui commençait à développer ce sujet-là. J'étais là dans les écuries, etc., etc. Là, tu vois, je suis content parce que dans cette cellule, j'ai l'impression d'être dans une écurie, etc. C'est la connerie du personnage qui se développait d'elle-même, d'une certaine manière. Ah oui, mais de toute façon, pour moi, un con, c'est pas une injure, parce que tout le monde est le con de quelqu'un, déjà. Hein, j'avais développé ça au moment du dîner de cons, parce que quand on me demandait est-ce que vous avez participé à des dîners de cons, j'ai dit peut-être, mais j'étais invité sans le savoir, parce que j'en ai jamais organisé moi-même, ou j'ai jamais su que j'en faisais un, si vous voulez. Et donc, comme tout le monde est le con de quelqu'un, c'est que la connerie, c'est la chose la plus mystérieuse du monde. C'est presque aussi difficile à définir que l'humour, ou que même l'intelligence, vous voyez. Parce que un con est toujours inattendu. D'abord, il y a un problème de timing, souvent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des réactions normales au moment où on les attend. Ça revient à dire qu'il est inattendu. Et puis, quelquefois, il peut être intelligent. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que pendant quelques secondes, le Canada Dry se transforme en whisky. Alors vous dites, ah bon. Puis ça repart ensuite. Et vous dites, ah non, j'ai eu une illusion, là. Il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que je dis, c'est le personnage le plus mystérieux du monde. Et malheureusement, probablement, le plus répandu. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je préférerais presque les avoir comme amis que certains méchants intelligents que je connais, si vous voulez. Parce que d'abord, ils ne sont que tendresse. Ah, c'est dangereux, un con tendre, parce que s'il veut vous aider, vous risquez gros quelquefois, vous voyez. Mais cela posé, il y a une telle chaleur humaine que c'est touchant. Mais je pense toujours, moi, quand on parle de gens cons comme ça, à l'histoire de l'ours, c'est l'histoire russe qui voit une mouche sur le nez de son maître. Et il veut l'aider, alors il attrape un arbre, il déracine un arbre et il frappe la mouche de toutes ses forces. C'est-à-dire qu'il écrase le malheureux sous la mouche. Et c'est un petit peu ce qui se passe entre Depardieu dans Tais-toi ou Villeray dans le dîner de cons, c'est que ce sont des gens qui ne sont que générosité, mais dangereuses. Le fait déjà qu'on tournait dans un asile psychiatrique avec un type comme Depardieu, c'est presque un pléonasme. C'est-à-dire que j'avais toujours peur qu'on le garde, moi, quand il était là-bas. Parce qu'il est tellement déchaîné. À un moment donné, je me rappelle, il était dans cette grue quand ils s'évadent tous les deux avec Reynaud. Et il était sur une espèce donc d'estrade par rapport aux malheureux. C'est le centre des malades difficiles en plus où on a tourné. C'est-à-dire ils sortaient une demi-heure par jour dans leur enclos. Et il y avait ce tribun en peignoir bleu qui tout à coup les apostrophait avec une véhémence alors de théâtre. « Alors !» comme ça. Et les autres se mettaient à hurler tous. « Alors !» comme ça. « Gérard, Gérard !» Et puis arrivaient les gardiens affolés qui rentraient les pauvres malades dans leur cellule parce que l'autre les avait déchaînés. Et moi je dis « Enfin Gérard, arrête, t'es con quoi !» Il me disait « Mais non, ça les amuse. » Je dis « Mais ça n'amuse personne. » Et par moments, il s'est passé des choses alors... dans cet asile psychiatrique que j'écrirai dans mes mémoires un jour, quand ce fou, il y avait un fou immense qui devait faire 1m90 et qui n'était pas dangereux, Dieu merci, parce que malheureusement pour lui, et heureusement pour les autres, il était un peu infirme moteur, c'est-à-dire qu'il ne tenait pas trop debout. Mais il hurlait. Quand il passait quelque part, il hurlait. Alors on s'entendait comme ça, alors qu'il est coupé. Puis on arrêtait un peu, puis il passait. Et un jour, il se cogne à Depardieu et il hurle comme ça. Et Depardieu crie plus fort. Comme ça en face de lui, mais nez à nez. Et il y a le malade mental un peu surpris qui fait un peu surpris. Et Depardieu hurle de nouveau. Et je vous jure, le malade mental se tourne vers l'équipe et dit « Mais il est fou ce type !» Et ça, c'était un des souvenirs du tournage. Je l'ai beaucoup raconté, évidemment, mais enfin, c'était... Autant, si vous voulez, Jean Reynaud est pondéré, raisonnable, etc., autant l'autre, c'est un électron libre. Alors, une fois lâché... Et en même temps, c'est un génie, parce que c'est un de nos plus grands acteurs, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais le tournage est folklorique avec lui, ça c'est sûr.